Malgré une altitude moyenne proche de 600 mètres, la Corse vit en communion avec la mer. Aucun endroit ne se trouve jamais à plus de 40 km d'un littoral qui révèle la diversité géologique de l'île. La Corse ne mesure pas 200 km de long et pourtant, elle déroule plus de 1000 km de côte, ce qui correspond à 14% du littoral français. L'île de beauté mérite son appellation sur terre, mais aussi dans la mer, grâce à des fonds marins d'une exceptionnelle richesse. Une bonne moitié du territoire corse est couverte par une forêt aux essences variées et par un maquis inextricable. Les résineux de la moyenne montagne se marient avec les espèces habituées aux privations d'un sol pauvre. Grâce aux végétaux que le climat méditerranéen a rendus familiers, la Corse offre une palette de verts sans cesse renouvelée. C'est par la mer que les premiers habitants sont arrivés en Corse du Sud. Les premiers signes de vie remontent au 8e millénaire avant Jésus-Christ. Dès le 4e millénaire, des monuments funéraires apparaissent sous la forme de grosses pierres, les mégalithes. Les Grecs et les Romains se succèdent. À partir du Moyen-Âge, les villes de Pise et de Gênes s'affrontent. Les Génois abandonnent leur tour de guet. La Corse du Sud est devenue la terre des seigneurs médiévaux accrochés à leurs privilèges. Au XVIIIe siècle, Pascal Paoli tente de faire l'unité nationale, mais il est vaincu. La Corse est intégrée à la nation française quelques années avant que celle-ci devienne l'Empire, fondé par Napoléon Bonaparte, le plus célèbre enfant du pays. La lutte contre les envahisseurs comme les Sarrasins explique la tête de mort du drapeau. Le bandeau a été relevé en signe de liberté, mais certains en réclament davantage. Les bases de l'identité corse reposent sur la famille et sa forme élargie, le clan. L'économie s'est longtemps cantonnée au monde rural et surtout à une forme d'élevage bien adaptée aux terrains escarpés. L'isolement ne facilite pas les échanges dans une communauté soudée par une langue propre et par des traditions fortes comme celle du chant polyphonique. La religion catholique est largement majoritaire en Corse, mais sa progression fut lente à cause de l'isolement des localités rurales. La Corse figure parmi les régions les moins industrialisées de France. Grâce à l'énergie solaire notamment, l'île acquiert de nouvelles ressources. Ainsi, le chiffre d'affaires industriel a augmenté de 5% au début du XXIe siècle. L'agriculture n'assure que 2% du produit intérieur brut et les exploitations agricoles ont diminué de 30% en 15 ans. Mais la qualité des productions l'emporte sur la quantité. Les olives sont depuis toujours dans le peloton de tête et précèdent les agrumes à l'exportation. La châtaigne a longtemps été la base de l'alimentation et le vignoble constitue la première production agricole de l'île. L'élevage se répand sur les anciennes terres cultivées. Il fournit les ingrédients d'une charcuterie incomparable dont les secrets ont traversé le temps. Bien que la Corse soit une île, la pêche en mer reste une activité confidentielle. Cela dit, les avantages ne manquent pas. Le soleil, mais aussi les produits du terroir, entre autres, attirent les visiteurs. La navigation de plaisance est en progression constante, car la moindre crique invite à jeter l'ancre, du moins quand le bateau n'est pas trop gros. Le secteur touristique assure aujourd'hui presque 10% de la richesse de l'île et les multiples centres d'intérêt répondent aux attentes les plus variées. Un excellent réseau de sentiers balisés favorise le tourisme vert. Les ferries sont vitaux pour les communications entre la Corse et l'extérieur. À l'intérieur, les obstacles naturels freinent les échanges. Pour les faciliter, d'importants aménagements permettent de se jouer du relief sur un réseau routier en constante amélioration. Par les airs, la Corse du Sud s'ouvre grâce à l'aéroport de Figari et à celui d'Ajaccio, baptisé Campo dell'Oro, le champ d'or, allusion aux anciens champs de blé. Une belle entrée en lumière. Lové au creux du plus vaste golfe de l'île, la ville d'Ajaccio doit sa lumière à 300 jours d'ensoleillement par an. La vocation portuaire de la ville remonte à l'Antiquité. Depuis,
l'intensité du trafic s'est accrue. Le port en eau profonde et le mouillage, à l'abri des vents dominants, attirent de nombreux bateaux de croisière. Ajaccio bénéficie d'un microclimat propice à la baignade toute l'année dans un golfe vanté par l'écrivain Prosper Mérimée qui le comparait à la baie de Naples. L'ouverture sur la mer exhale aussi les senteurs iodées des oursins. Ajaccio n'a en rien la raideur d'un chef-lieu départemental. Son art de vivre y contribue largement. La ville actuelle a été fondée au XVe siècle par les Génois qui céderont la Corse à la France en 1768. Un an plus tard naissait Napoléon Bonaparte dans une maison qui fut pillée puis remeublée après avoir servi de résidence à des officiers britanniques. La décoration date de la fin du XVIIIe. Tendue de damas rouges, la chambre de la mère de l'empereur est ornée d'un lustre en verre de Venise. C'est un divan Louis XVI, ironie de l'histoire, qui aurait vu naître le petit Napoléon. 35 ans plus tard, l'homme était sacré empereur des Français, fermement décidé à imposer son ambition à l'Europe au prix de batailles mémorables. Napoléon séjournera ici à son retour d'Égypte, pour la dernière fois. Du côté de sa mère, Napoléon avait un oncle grand amateur d'art, le cardinal Fesch. Un musée rassemble les collections de cet ecclésiastique au goût très pointu. Jean-Marc Olivesi, conservateur. Nous avons des primitifs italiens avec des noms comme Botticelli ou Cosmetour, des tableaux baroques napolitains de Luca Giordano ou de Solimene et un très beau fond baroque romain avec de grands noms comme Pierre de Cortone, Bernin et surtout Giovanni Battista Gauli di Il Baciccio dont on voit ici Joseph racontant son songe à ses frères. L'ensemble formé par les peintures italiennes est le plus important de France après celui du Louvre. Changé en signe, Zeus s'unit à Leda dans une version de l'atelier de Véronèse. À l'ouest d'Ajaccio, le golfe s'ouvre au large comme pour avaler les îles sanguinaires. L'origine de ce nom suscite de nombreuses hypothèses, toutes incertaines. On avance la couleur de la roche, ou encore celle d'une plante aux feuilles rouges. Les îles sanguinaires sont les restes d'un ancien promontoire à l'entrée du golfe de Sagone, plus au nord. Vers l'intérieur des terres se dresse le rocher Gozzi, qui porte sa masse à plus de 700 mètres de haut. Beaucoup de zones proches de la côte ont été abandonnées par leurs habitants dès le Moyen-Âge à cause du paludisme, et l'érosion a raboté la terre qui s'est appauvrie. Des collines pelées cernent le golfe de Sagone, l'un des plus vastes avec celui d'Ajaccio. L'échancrure du golfe offre un abri providentiel contre le vent du large. Ses courbes harmonieuses accueillent des résidences nichées au milieu d'une végétation et d'une faune pas nécessairement indigène. Bien découpées à travers l'arrière-pays aride, 3 vallées dirigent chacune un cours d'eau droit dans le golfe de Sagone. L'un d'entre eux donne son nom à la plage de Liamone. Le sable des plages a été amené par les rivières et s'est accumulé en bordure du golfe. Sans l'apport du sable intérieur, la côte serait demeurée obstinément rocheuse. La présence humaine sur la côte est surveillée par le Conservatoire du littoral, un établissement public qui protège aujourd'hui 15% des rivages insulaires contre la spéculation immobilière. Entre le vert bocage normand et le rouge minéral des oxydes de fer, le paysage corse envoie de toutes les couleurs. Les végétaux en rajoutent une touche avec l'agave, qui meurt après avoir fleuri, et qui partage les mêmes origines avec le figuier de Barbarie. Tous deux viennent d'Amérique centrale. À l'extrémité nord du golfe de Sagone, sur un promontoire granitique, le village de Cargèse domine une baie magnifique depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est une des implantations humaines parmi les plus récentes de Corse.
En réalité, le site a été occupé un siècle plus tôt par des exilés grecs qui fuyaient les Turcs et qui furent autorisés par la République de Gênes à s'installer ici. Mais les Grecs suscitèrent vite la jalousie et l'hostilité des Corses car ils prospéraient et surtout, ils étaient alliés à l'ennemi génois. Leurs maisons furent incendiées et ils se réfugièrent à Ajaccio. Il faudra attendre que la Corse devienne française pour que les Grecs reviennent et fondent Cargèse. En direction du nord, on croise le Capo Rosso, où la tour de Turgio nargue les flots à plus de 300 mètres de hauteur. Le Cap Rouge avance son granit massif à l'une des extrémités les plus occidentales de l'île. 70% des rivages corses sont faits de roches. À flanc de montagne et depuis le XVIIIe siècle, le village de Piana domine le splendide golfe de Porto. Un pouvoir surnaturel, selon Maupassant, a donné au granit des formes fantastiques dans un site classé d'intérêt mondial par l'UNESCO. Les Calanques. Le granit, en général très résistant à l'érosion, forme la base géologique des Calanques. Il présente ici, en bord de mer, une altération particulière car certaines parties de la pierre résistent moins bien à l'action de la pluie, du soleil, du vent et des embruns salés. Tranchée, puis évidée, la roche se creuse et se laisse façonner par l'érosion. Quelquefois, la nature réussit d'étonnantes prouesses d'équilibre. À certains endroits, le tapis végétal protège le granit de l'érosion. Mais lorsque la roche est à nu, les phénomènes chimiques et mécaniques s'exercent sans retenue. Le golfe de Porto s'intègre ici dans un décor grandiose où l'homme semble bien dérisoire. Mais la nature n'est pas ingrate et, à condition d'avoir l'œil, on ne peut manquer les signes de tendresse que parfois elle nous adresse. Les Calanques réalisent la jonction entre le ciel, la mer et la roche. Non loin de la limite du département, la petite localité de Porto se blottit derrière un monticule granitique dissuasif. À l'abri du vent, il faut se protéger des ardeurs du soleil, malgré la proximité immédiate de la mer. Une tour génoise à base carrée protège le port depuis le milieu du XVIe siècle contre les incursions des Sarrasins. En quittant Porto et sa tour classée, il faut franchir le Cap Sennino et longer une côte de plus en plus sauvage pour atteindre le petit golfe de Girolata, une anse bien connue des plaisanciers. Le bateau ou la marche sont d'ailleurs les seuls moyens de rejoindre le minuscule port de Girolata. Le fort génois qui surveille l'entrée répondit longtemps aux ordres de la citadelle de Calvi. Le bateau est la seule solution pour gagner la Punta Rossa, la pointe rouge, et la réserve naturelle de Scandola. Celle-ci a été créée au milieu des années 1970. Elle figure aussi dans le patrimoine mondial de l'UNESCO et présente la particularité d'être à la fois terrestre et maritime.
La réserve de Scandola est formée pour une grande part de roches volcaniques qui émergent en parois vertigineuses au-dessus de la mer. Le plus haut sommet de la réserve atteint en effet 560 mètres. Selon leur dureté, les roches s'opposent plus ou moins longtemps à l'érosion. L'érosion, ici aussi, a pu laisser libre cours à sa créativité. Elle a même joué sur la corde nationale en dessinant le contour de l'île. La réserve revendique ainsi son appartenance au parc naturel régional de la Corse. En longeant la côte au sud-ouest, entre Ajaccio et Bonifacio, la Corse du Sud tourne vers la mer ses plus profondes découpes. Dans la périphérie immédiate d'Ajaccio, vers le sud, dès lors que l'on a dépassé la tour de Capitello, la côte perd ses allures défensives et s'allonge mollement sur la plage de Porticcio. Adossé aux collines de la Serra, disposées en amphithéâtre, le site est animé par les vents d'ouest comme le Maestrale et le Ponente. Mais il en faut plus pour renoncer à la baignade. Au sud-ouest, la côte se ménage de courts répits dans son combat avec la mer. Elle se rappelle ici et là au souvenir des bateaux imprudents lorsque ceux-ci rencontrent à la surface de l'eau des obstacles redoutables pour l'accostage. Dans cet environnement de granit, la surprise est réelle quand le rivage fait la place à une bande sablonneuse, plus ou moins large, à partir de laquelle les collines semblent reculer. On mesure le travail accompli par les Génois à travers leur réseau de tours comme celle du Capo di Muro. Chaque tour devait être visible de sa voisine. Face à la baie de Cupabia, l'ouverture de la Corse à la mer est une évidence. Pourtant, les Corses n'ont jamais été des marins. Pendant longtemps, en effet, la mer n'a représenté qu'une menace avec son lot d'invasions et de pillages. Aujourd'hui, les temps ont changé. À Portopole, la mer est devenue une seconde nature. Le petit port de pêche et de plaisance est le point de départ idéal pour une excursion plongée dans les eaux du golfe de Valinco. Georges Antone n'est pas un plongeur ordinaire. Je suis journaliste et photographe sous-marin en particulier, donc je travaille beaucoup sous la mer avec un appareil photo. Vraiment, la Corse a des fonds qui sont particulièrement beaux. La Corse, qu'on appelle régulièrement cette montagne dans la mer, eh bien, tout ce relief qui est vraiment très très beau se retrouve sous la mer. Donc les poissons y retrouvent leur compte, le biotope est idéal. Et on a donc une sensation de continuité de la terre sous la mer et c'est fantastique, c'est très très beau. En Corse, l'eau est d'une exceptionnelle clarté. Mais pour réaliser les meilleures photos, un matériel complet est nécessaire. J'espère qu'il est bien fermé, sinon adieu. Mais même en amateur, le spectacle est féerique une fois sous l'eau. En fait, la particularité de la Corse, c'est comme je le disais, le biotope est tellement idéal qu'il y a une abondance particulière, que ce soit faunistique, que ce soit au niveau de la végétation, si on peut dire, sous la mer. Le biotope est tel que c'est un petit peu multiplié par rapport à la Méditerranée en général. On a tendance à appeler ça une oasis dans la Méditerranée. Pour découvrir et profiter des meilleurs sites de plongée, Georges Antone a publié un guide très pratique. J'ai voulu sur ce guide indiquer au plongeur qui est équipé d'un GPS, ce qui est d'ailleurs relativement courant, la manière de se rendre précisément sur le site sans le chercher. Là où la côte s'efface en bandes sablonneuses, la Méditerranée paraît plus docile. Mais dès que les roches granitiques s'affirment, la mer redouble d'efforts pour s'y opposer. La tour de la Calanca veille sur le golfe de Valinco, dont l'ouverture étroite protège efficacement des vents. La configuration géologique de la Corse du Sud se résume presque partout à la présence du granit, sous toutes ses formes. Il peut même adopter la silhouette
d'un dinosaure. Sur le site préhistorique de Philitose, la concentration de granit a jadis permis son exploitation. L'érosion a précédé le travail de l'homme en creusant les taphoni, des trous en alvéoles habités par différents locataires. Les couleuvres sont ici tellement tranquilles qu'elles ne se gênent pas pour se faire la cour. Ce reptile est totalement inoffensif, il n'y a d'ailleurs pas de serpents venimeux en Corse. Entre des camps fortifiés construits en granit au XIVe siècle avant Jésus-Christ et, plus anciennes, des statues menhirs de l'époque mégalithique, le site de Philitose a fait une synthèse complète de la Corse préhistorique. L'apparition des attributs décoratifs marque une étape dans une statuaire encore élémentaire. L'extrémité du golfe de Valink fut également habitée dès la préhistoire. À la sortie de la vallée du Baraji, le sable s'est accumulé en plage. À proximité, la ville de Propriano a conservé la vocation marchande de l'ancienne bourgade qui rayonnait par son port à travers toute la Méditerranée. Mais la cité prospère, Propriano signifie bien dans la plaine, serait restée un hameau si elle ne s'était trouvée sur la route qui relie Ajaccio au sud de l'île. La grande profondeur de l'eau près des côtes limite la variété et le nombre des poissons. Cela explique aussi le caractère artisanal de la pêche en Corse. Il n'empêche que sont recensées ici la plupart des espèces identifiées en Méditerranée. Ça c'est le rouget, hein. Voilà. Après on a le pajot qui est là, la mustelle qui est là, le corbe, c'est un poisson extraordinaire ça. Après on a le Saint-Pierre. La population de Propriano a triplé en un siècle. Vers le sud, en direction de la pointe de Campomoro, les résidences s'ouvrent au large à l'endroit où les Génois, 5 siècles auparavant, s'échinaient à se protéger. La tour passe pour l'une des plus volumineuses de Corse. Son mur d'enceinte en étoile anticipe avec un siècle d'avance les fortifications de Vauban. Des collines protègent Sartène de la mer. Pourtant, le relief n'a pas suffi pour contenir les hordes de Maures et de Turcs qui menaçaient la plus corse des villes corses, selon Prosper Mérimée. Plusieurs centaines d'habitants furent même déportés en esclavage au XVIe siècle, malgré le rempart érigé par les Génois. Les rivalités entre les grandes familles de Sartène ont longtemps défrayé la chronique. Il faudra l'intervention d'un ancien général de Napoléon pour leur faire signer un traité de paix. Les nobles maisons aux gros blocs de granit, sortis en droite ligne du Moyen-Âge, rappellent la puissance de la ville. Pour gagner leur paradis, les membres des familles les plus influentes devaient quitter leur maison et s'associer aux cérémonies religieuses. Tous les ans, la veille du Vendredi Saint, un pénitent vient se recueillir au couvent franciscain de Saint-Damien, un édifice du XVIe siècle. Le lendemain, le jour où le Christ fut porté en croix, se perpétue une des plus anciennes traditions religieuses de l'île. Un pénitent vêtu de rouge porte une croix et traîne une chaîne qui lui a donné son nom, ou catenaccio, l'enchaîné. Des pénitents noirs portent le corps du Christ. Dans la plus grande ferveur, la foule suit le trajet du calvaire reconstitué et s'arrête aux différentes stations. La croix portée par le pénitent rouge pèse plus de 30 kilos. Dans son effort, le catenaccio reçoit l'aide du pénitent blanc. Celui-ci joue le rôle de Simon de Cyrène qui aida le Christ dans son parcours. L'identité du catenaccio est tenue secrète et si elle est révélée, un autre candidat le remplace. Pour avoir l'honneur d'être désigné, il faut s'inscrire des années à l'avance.
Le granit abonde dans la région du Sarthenay. Défiant les lois de la pesanteur, les blocs, parfois colossaux, ont servi de matériaux aux sculpteurs de la période mégalithique. Des dizaines de menhirs de toute taille forment ici un des ensembles les plus riches de toute la Méditerranée. Verticales ou horizontales, les lignes du granit se confondent en Corse avec la ligne du temps. À l'intérieur des terres, les villages se fondent dans la nature comme par enchantement. La Corse s'est ici forgé une âme, et à Cutoli Corticato, cette âme est en acier trempé. Jean Biancucci fabrique des couteaux traditionnels en suivant un modèle immuable. C'est un couteau très simple, avec une lame en acier au carbone, le plus généralement un manche en corne ou en bois, et avec la plupart du temps pas de verrouillage, comme il l'était depuis des siècles en Corse. Rien que pour la fabrication de la lame, pour arriver à la meilleure qualité, il faut compter une vingtaine d'opérations. Nous utilisons, nous, presque pour l'essentiel, de l'acier au carbone, c'est-à-dire l'acier comme il existe depuis plus de 2000 ans. On va le façonner suivant 3 méthodes différentes. 2 sont traditionnelles, ce sont des méthodes de forge. On prend une barre d'acier, on découpe une ébauche de forge, et puis ensuite, après chauffe, dans la forge, on va marteler cet acier et on va le façonner à la forme de la lame. En tout cas, on va essayer de se rapprocher au plus près de la lame finie. Il importe de façonner le métal de manière uniforme. Chaque côté de la lame chauffée au rouge doit être travaillé de façon identique. Même avec le renfort de la machine, le coutelier doit veiller à ce que la future partie tranchante de la lame se trouve parfaitement au milieu. Un savoir-faire qui ne s'acquiert que par la pratique. Une fois qu'elle a reçu sa forme définitive, la lame doit être affûtée. Les Corses aiment les couteaux, mais peut-on dire qu'ils possèdent tous leurs couteaux ? Par le passé, certainement, puisque le couteau était vraiment le compagnon de l'homme, c'était l'objet du quotidien, et donc, oui. Le coutelier appose sa marque sur la lame, gage d'authenticité d'une production qui reste un symbole pour la Corse. C'est au plus profond du terroir, dissimulé derrière les collines ou les murs des maisons de pierre, que se dissimulent les méthodes artisanales. La récolte des olives met en œuvre une technique originale qui habille les vergers d'une couleur singulière. De grands filets sont soigneusement étendus au pied des arbres. Lorsque les fruits sont à point, ils se détachent de l'arbre et tombent dans les filets sans subir de dommages. En donnant quelques pentes aux filets, les olives se rassemblent toutes seules. La méthode n'est pas aussi reposante qu'il y paraît. La pose des filets est fastidieuse et il faut éviter que les fruits se détériorent. Tous les 8 jours, tous les 10 jours, on fait un passage et on ramasse ces olives qui sont tombées. Cette technique présente l'avantage principal de ne récolter que des olives bien mûres, remplies de jus, mais aussi des senteurs du maquis corse. Les manipulations sont réduites à leur plus simple expression et les éléments indésirables, comme les feuilles, sont facilement éliminés. Des machines comme l'effeuilleuse simplifient la tâche. Le matériel peut paraître sommaire et pourtant, il a fait ses preuves. Autrefois, les villages possédaient un moulin à huile qui servait à l'usage de tous. Sous l'action de lourdes meules en pierre, les olives vont ensuite donner le meilleur d'elles-mêmes. En ce moment, on est en train de broyer et de malaxer les olives pour obtenir une pâte assez homogène que l'on va mettre dans des paniers qu'on appelle scourtins, qui passeront sous presse pour extraire le jus. Donc ce jus qu'on appelle de la margine, cette margine contient l'huile et l'eau. La pression sur les scourtins
s'exerce pendant 1 heure pour libérer un maximum de jus. Cette pression à froid, pratiquée sur des olives très mûres, garantit la saveur et le parfum d'une production haut de gamme. Enfin, pour séparer l'eau de l'huile, il suffit de laisser décanter. L'huile finit par remonter à la surface. En direction du sud, l'érosion facétieuse a isolé une boule de granit en équilibre. Elle forme la tête de l'homme de Cagna, un géant né de la roche. Les Génois ont dû déployer des efforts considérables pour élever leur tour, alors que la nature seule a sculpté le lion de Rocapine, comme un sphinx. Le félin fixe le large, couché dans le granit rose. La Corse entière est taillée dans le granit, sauf dans l'extrême sud, où des sédiments marins sont à l'origine de falaises calcaires hautes de plusieurs dizaines de mètres. Le calcaire, beaucoup plus tendre que le granit, subit l'érosion implacable du sel, des vagues et du vent qui creusent la roche en profondeur. La grotte de Zdragonat reçoit la lumière du jour par une ouverture naturelle pratiquée dans la craie. Sur une étroite langue de calcaire, la ville haute de Bonifacio occupe un site inouï. Une double falaise déjà décrite par Homère dans l'Odyssée. À 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, les audacieuses maisons de la vieille ville jouent les funambules à la verticale des flots. Elles se tiennent serrées les unes contre les autres en prolongeant l'aplomb sur des fondations qui paraissent bien précaires. Derrière les falaises et au fond d'un goulet long d'1,5 km, la marine accueille les bateaux de plaisance à l'abri du large. La position stratégique de la ville a suscité beaucoup de convoitises, mais ce sont les Génois qui l'érigeront en place forte après l'avoir ravie aux Pisans à la fin du XIIe siècle. À 2 reprises, la citadelle fut assiégée, mais la population résista grâce à sa détermination et à ses prières. Seule la maladie eut raison de son courage. Au début du XVIe siècle, une terrible épidémie de peste décima les 2/3 des habitants. Dans la petite église Saint-Jean-Baptiste, il règne une certaine agitation pendant la Settimana Santa, la Semaine Sainte, juste avant Pâques. Les flambeaux sont allumés pour accompagner la statue de celui qui baptisa le Christ. Le bois polychrome du XVIe siècle est porté dans sa châsse par les fidèles avec une grande dévotion. Le soir du jeudi saint, chaque église de Bonifacio organise une procession conduite par la confrérie qui lui est attachée. 5 églises, Sainte-Croix, Saint-Érasme, Saint-Roch, Saint-Dominique et Sainte-Marie-Majeure, pour 5 confréries qui empruntent chacune un itinéraire différent. Elles portent la statue de leur saint patron, suivi dans le même mouvement par les habitants du quartier. Les processions s'achèvent dans la nuit et le matin du vendredi saint reprennent avec la même ardeur sous la porte de Gênes. Derrière la croix, décorée d'une palme depuis le dimanche des rameaux, la confrérie défile dans le recueillement. Les confréries de Bonifacio émanent des différents quartiers de la cité, rassemblés autour des édifices religieux ou des corporations de métiers. En ce jour anniversaire de la mort du Christ, le cortège s'arrête à intervalles réguliers pour marquer les stations du calvaire. Dans la montée Saint-Roch, qui fut longtemps le seul accès à la ville haute, les processions se rencontrent, les confréries se saluent en silence et joignent leurs croix par déférence. À chaque rencontre, c'est le même rituel.
les confréries, héritières de longues traditions, défilent imperturbables en associant toutes les générations. La topographie de la ville impose un réel effort physique aux pénitents cagoulés. Sans chaussures et vent debout, l'exercice tient de la performance. Le pardon est difficile à obtenir. Mais après, l'âme s'en trouve plus légère. Au sud-est de la ville, la Corse atteint son extrémité méridionale. À hauteur du golfe de Sperone, au-delà des bouches de Bonifacio, 12 km à peine séparent la Corse de la Sardaigne. La plage de Piantarel voit converger différents professionnels de la mer. Les pêcheurs, bien sûr, mais aussi tous ceux qui ont fait de l'endroit un vaste champ d'activité nautique. La planche à voile bénéficie de 250 jours de vent par an. Selon Max Thévou, le spot est un des meilleurs de l'île. Il y a tout niveau parce que vu que la côte est accidentée, vous aurez toujours une baie ouverte ou fermée par rapport au vent et à la houle. Donc vous aurez toujours le choix entre un spot avec des vagues ou un spot avec mer plate pour débuter et se faire plaisir. Oui, pour les véliplanchistes, la Corse tout entière dispose d'un bel éventail de possibilités. Bon, il y a des régions plus appropriées qui sont par exemple, le sud de la Corse, la région, ce qu'on appelle le Grand Sud, Porto Vecchio, Bonifacio, Figari. Et après il y a la Balagne, donc la région entre Calvi, Île-Rousse et le désert des Agriates. Les conditions sont tellement favorables que pour tomber, il faut vraiment le faire exprès. Dès le golfe de Santa Manza, la côte est impose son propre profil. Les criques s'arrondissent pour accrocher le regard et le sable étend petit à petit son territoire. Les vents, moins constants et moins soutenus, laissent la place à la pratique de nombreux sports nautiques. En cheminant vers le nord, la côte orientale se transforme et discrètement, le granit refait son apparition. La végétation s'adapte également et le maquis reprend le dessus. La côte orientale de la Corse décrit le plus souvent une trajectoire rectiligne. Elle supporte une seule exception de taille, une découpe profonde de 9 km, le golfe de Porto Vecchio. Les salines, exploitées depuis l'Antiquité, ont enrichi une ville choisie par la République de Gênes comme place forte au XVIe siècle. La cité du sel offre également des conditions idéales pour les bateaux parfaitement à l'abri du vent. La ville haute de Porto Vecchio a conservé une bonne partie des fortifications génoises, malgré les 4 destructions successives qu'elle subira au XVIe siècle en moins de 50 ans. C'est dire si la ville attirait les convoitises. Aujourd'hui, la cité est devenue le 3e port de Corse pour ses liaisons avec le continent. Elle ouvre l'accès à la côte vers le nord. Les découpes de la côte servaient de refuge aux flibustiers et notamment au terrible pirate turc Dragut qui occupait un îlot de la région. À propos de pirates, le terme corsaire n'a aucun lien avec le mot corse. Comme celle de Fautea, les plages idylliques déroulent leur langue de sable sous la protection bien symbolique d'une tour génoise esselée. La côte des Nacres s'allonge ensuite, presque en ligne droite, jusqu'à Solenzara, qui marque la fin de la côte rocheuse. Au-delà, débute une côte plate en direction du nord. Au départ de Porto Vecchio, on peut aussi se diriger vers le nord de l'île en passant par l'intérieur des terres. On pénètre alors des reliefs qui constituent l'épine dorsale de la Corse.
À bonne distance de la chaleur du littoral et à 800 mètres d'altitude, le lac de l'Hospédale forme un réservoir artificiel qui alimente en eau potable et en eau d'arrosage l'extrême sud de l'île. Rempli au printemps, le lac doit son nom à un ancien hôpital romain. Les eaux, vitales pour la région, sont retenues par un petit barrage haut d'une trentaine de mètres. Non loin, la Piscia di Gallo, la cascade du Coq, tombe d'une cinquantaine de mètres de hauteur. Le mince filet d'eau est souvent tari pendant les mois les plus chauds de l'été. La Corse est la plus accidentée des îles méditerranéennes. Les reliefs retiennent les nuages, à l'origine d'une pluviométrie inhabituelle à cette latitude. Les précipitations ont permis la croissance d'une magnifique forêt qui recouvre le quart du territoire. Dans un écrin de verdure, les aiguilles de Bavel jettent à l'assaut du ciel leur pic à près de 1600 mètres d'altitude. Avec leurs arêtes vives, ces aiguilles acérées évoquent une forêt pétrifiée. Le massif de Bavel a miraculeusement résisté à l'érosion des glaciers, omniprésents sur l'île à une époque de son histoire. Plus au nord, à une altitude moyenne de 1500 mètres, le plateau du Cochonnet peut être enneigé jusqu'à la fin avril. Malgré le relief, les campagnes corses étaient encore très peuplées au XIXe siècle. La vie s'organisait autour des villages et de cultures en terrasse. Aujourd'hui, l'élevage occupe les parcelles jadis cultivées et les troupeaux vivent en libre parcours. Ainsi lâchés, les porcs se sont reproduits avec des sangliers. La viande porcine y a gagné en saveur. Le moindre village de montagne en Corse produit une des meilleures charcuteries au monde. À Zevaco, Ange Andreucci prépare le célèbre figatel. Le figatel, c'est une saucisse de foie qu'on fait griller et la saucissette aussi. Mais le figatel, c'est un produit, on ne sort que 6 kg au grand maximum par 100 kg de porc. C'est un produit de saison, c'est un produit qu'on commence à le trouver à partir de mi-novembre jusqu'à fin mars. Nourris de glands et de châtaignes, les porcs en liberté ne répondent pas à des exigences de rendement, mais de qualité. Le prisout, le jambon, doit sécher 18 mois. L'éleveur patiente jusqu'à 36 mois avant d'abattre ses cochons, alors qu'en élevage intensif, on attend à peine 6 mois. Presque au centre de l'île, dans la haute vallée de la Gravonne, se trouve un point de passage traditionnel entre le nord et le sud. Au milieu des châtaigniers, le village de Boccognane se hisse à plus de 600 mètres d'altitude. Boccognane est un lieu de villégiature renommé à 40 km d'Ajaccio. La pureté de l'air y est particulièrement appréciée. Chaque année, au mois de décembre, la grande foule se rassemble au pied du Monte d'Oro pour l'incontournable Fiera di Castagne, la foire de la châtaigne, un événement important dans le calendrier corse depuis 1983. Tous les produits du terroir y sont rassemblés et cette perspective fait saliver dans les files d'attente. On va manger de la polenta et puis du porc. On va manger la poulette, le picatil et le brouche. À l'intérieur, un public de profanes et de connaisseurs se lance à la découverte des merveilles artisanales qui ont fait la réputation de cette manifestation. La notoriété de la foire de la châtaigne a largement dépassé les limites du bassin méditerranéen et pourtant, l'organisation repose sur une poignée de bénévoles. Achille Martinet, président, rappelle tout ce que la Corse doit à la châtaigne et joint le geste à la parole. Il faut savoir que c'est les Génois qui ont introduit de façon massive les châtaigniers en Corse. Ils l'ont fait un peu pour avoir des revenus puisqu'ils prélevaient de l'impôt, mais en fait ils ont rendu un grand service à la Corse puisqu'ils lui ont donné une ressource. Et depuis, avec la châtaigne, notamment la farine de châtaigne, la Corse n'a plus connu de famine.
Pour conjurer la famine, il y a aussi la fameuse potée de chou. Vous avez un chou frisé, vert, de l'agneau, des oignons, du figatel, le tout cuit à la bière à la châtaigne. Les produits de la mer ne sont pas en reste. Napoléon, dit-on, en exil sur l'île d'Elbe, toute proche, se faisait livrer des huîtres 2 fois par semaine. Les Corses, comme l'empereur, sont restés chauvins. L'huître corse est très bonne, c'est la plate sauvage. Et quand les papilles gustatives ont fait le tour des saveurs salées traditionnelles, la Corse passe au dessert. C'est un canistré à la farine de châtaigne, légèrement recouvert de sucre, qui a la particularité d'être tendre et d'être fondant en bouche. La châtaigne est partout, y compris dans le miel. Le miel de Corse est le seul de France, avec le miel de sapin des Vosges, à posséder une appellation d'origine contrôlée. Mais où est le lien avec la châtaigne ? Il y a quand même un rapport puisque les abeilles font du miel de châtaignier et que pour avoir de belles châtaignes, il faut que les abeilles soient allées sur les châtaigniers, polliniser les fleurs de châtaignier. Donc il y a un lien direct. Les deux font la paire, comme dans les beignets au brochu, un fromage blanc de chèvre ou de brebis qui bénéficie aussi d'une appellation d'origine contrôlée. Sucré ou salé, solide ou liquide, les produits présentés par les 150 artisans corses réunis à la foire de Bocognane donnent de leur terroir un panorama qui serait incomplet sans le vin. Rien que pour la Corse du Sud, le vignoble s'illustre par 4 appellations d'origine. Tous les produits de qualité connaissent la même dynamique. Il y a un grand renouveau. Il faut savoir que tout d'abord l'arbre à pain, le châtaignier, beaucoup de châtaigneraies ont été remises en valeur. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'innovations au niveau de la farine et c'est cela qui apporte un renouveau à la filière. Les châtaignes possèdent la même capacité nutritive que les céréales. 100 g de châtaigne apportent à peu près autant de calories que 100 g de pain complet. Et la gamme des produits dérivés est aussi étendue. Jérôme Pielovise. À partir des châtaignes qu'on fait sécher dans des séchoirs, soit en clé, soit en séchoir à air pulsé, nous produisons de la farine de châtaigne qui est consommée en plat de résistance ou en plat cuisiné, pâtisserie, même glace. C'est parfois transformé en liqueur. Derrière des montagnes, où le granit ne cède qu'après des millénaires, au creux de vallées hermétiques qui conduisent presque à regret vers la mer, la Corse du Sud éclaire l'âme de toute une île par ses traditions et par ses convictions profondes. Qu'elle soit naturelle ou électrique, la lumière de la Corse du Sud trouve sa vraie chaleur au cœur d'un peuple qui vibre pour sa terre et qui chante comme il respire. En parfait accord avec les paysages, l'homme a relevé ici tous les défis que cette île exigeante lui lançait. L'île de beauté trouve en Corse du Sud son plus pur reflet. Elle y révèle sa nature, digne d'une impériale beauté.